bonsoir tout le monde si vous venez de nous rejoindre. Bienvenue pour cette troisième partie de soirée et troisième partie de notre cycle Karate Kid avec cette fois Miss Karate Kid et Karate Kid le remake. Bon, bah voilà, après cette soirée-là, on aura fait le tour vraiment des films Karate Kid. Même si c'est un univers que j'apprécie énormément, j'ai envie de dire quand même, il était temps, parce qu'on termine quand même avec Miss Karate Kid et le remake Karate Kid, donc qui sont pas les meilleurs non plus, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, dis-nous tout, Martin, est-ce que tu pourras donner ton point de vue? Est-ce que ce sont des films que tu as vus? Non. Non. Ok, donc tu Et pourras juste acquiescer en disant oui, tu as raison, c'est ça? oui, de temps en temps, on va dire Karate Kid, en fait, c'est pas du karaté. Je serais en mode oui, ça, je le savais. Et puis après, je sais pas. J'avoue que j'ai pas voulu m'infliger ça. Autant le 3, pas de souci, il y avait un petit côté niais. Je suis pas sûr que les autres l'aient. J- Hmm. J'ai préféré mes Ouais, et parents. puis toi, tu as vu Cobra Kai, donc tu sais que le 3, même si Il a une voilà, c'est pas utilité. le meilleur, il a son importance. Donc, Tout à fait. ouais, ouais, ouais. Alors, Miss Karate Kid, qu'est-ce qu'on en dit? Alors déjà, cette fois encore, il y a le retour de certains visages que l'on avait déjà vus auparavant au fil des épisodes de la saga. Par contre, cette fois, il y en a clairement moins. D'habitude, il y a plusieurs acteurs, d'habitude, il y a le réalisateur. Bon, là, on a juste Pat Morita. On a notre ami Roger Carrel qui double encore une fois Pat Morita alors qu'il s'était absenté pour je ne sais quelle raison du troisième film. Et on a le retour de Bill Conti, du coup, à la composition. Concernant les nouveaux visages, bon, il y en a plusieurs, mais on en retiendra surtout deux. Donc nous avons, ben, tu la reconnais, je pense quand même. Oui, 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 bah c'est. Attends, je connais son nom. Hilary Swank. Ouais, Hilary Swank, ouais, exactement. Et puis bon, à droite, Euh, et à droite, bah, il est quand même connu en fait, hein. Il a fait. c'est un. Ouais, Alors, c'est pas un acteur qui a cartonné, mais c'est un acteur qui apparaît quand même assez fréquemment. c'est les seconds Et couteaux, ouais. c'est Michael Ironside ou Ironside. Ironhead. Ironside, ouais, ouais. Ironside, c'est Qui ça? jouait Ouais, c'est bien ça. Darkseid dans les séries animées Justice League. Il a joué Sam Lane dans la série Smallville. On revient toujours à Smallville. Enfin, il a joué Mais, dans mais, plein de trucs, mais, ouais. mais en fait, c'est pour ça que ça, c'est typiquement le genre d'acteur, encore une fois, qui n'est pas extrêmement connu. Pourtant, il y a quand même de grandes chances que tu l'aies déjà vu, Ouais. Et t'es en mode ah clairement. oui, c'est ce mec là. Il a Et oui, oui. Mm, exactement. mm. C'est le genre de personnage typiquement qu'on retrouve très 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 souvent à gauche à droite. Bon bah voilà, là on le retrouve du coup dans le film Miss Karate Kid. Alors encore une fois, il y a d'autres personnages, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à se pencher dessus. Au niveau de l'histoire, elle se résume quand même de manière très facile. Donc c'est le personnage donc de Hilary Swank, qui est Julie, qui a perdu ses parents, qui joue le rôle d'une adolescente un peu perdue. Et bah, Monsieur Miyagi va prendre le relais de sa grand-mère, qui bah, a du mal à s'occuper d'une adolescente et qui est elle-même en deuil puisqu'elle a perdu sa fille dans, dans l'histoire, quoi. Donc c'est Monsieur Miyagi, un total inconnu pour l'adolescente, qui va prendre le relais et qui va du coup l'élever. Il va lui apprendre le karaté parce qu'il va se rendre compte que son père le lui avait appris et que c'était lui-même qui lui avait appris par le passé. Et il a vu que la gamine avait de bonnes bases. Et donc voilà, pour apporter un certain équilibre dans sa vie, il va lui apprendre le karaté, sachant que ça va passer par une phase de d'accord en mode tu retournes une fois pour toutes à l'école, tu fais des devoirs. Et moi, je t'apprends le karaté en mode un cours de karaté contre trois exercices de maths et deux exercices d'histoire, par exemple. Des trucs comme ça. C'est comme ça qu'il va un peu essayer de la remettre dans le rythme de la vie, j'ai envie de dire, hein, au final. Et bah, je pense que c'est à peu près tout pour le synopsis, mine de rien, hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre
pas grand-chose d'autre à dire. Et à la fin, Hilary Swank, elle gagne et Pat Morita, il est heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a à en dire de ce film? Euh, alors, on va commencer par ce qui ne va pas, et après je vais finir par ce qui va. Alors déjà, ce qui ne va pas, c'est qu'il y a peu de thèmes. Euh, Ça, c'est plutôt évident, et il n'y a pas de réel message qui est développé tout au fil du film, si ce n'est il faut se reprendre en main, quoi. C'est à peu près, enfin, on peut pas vraiment dire que ce soit un message, quoi. Donc c'est vrai que par rapport à ça, ça fait quand même assez vide. Je dirais même que c'est assez triste lorsque l'on voit toute la richesse qu'il y avait dans Karate Kid 1. Donc là, autant dire qu'on passe vraiment mais totalement à côté. Surtout qu'au niveau du scénario, si on doit le résumer, ça reste quand même un parallèle à Karate Kid 1. C'est un gosse qui, pour une raison ou pour une autre, est un peu perdu, et Monsieur Miyagi va le remettre sur les rails. C'est un peu Pascal le grand frère, c'est Pat Morita le vieil oncle, en gros. Euh, et il y a des aberrations dans ce film. Enfin, les méchants sont complètement ridicules. C'est une sorte de d'équipe militaire dans une école qui s'appelle l'Elite Alpha. Enfin, c'est complètement dingue. On a l'impression en fait que c'est un scénario de téléfilm. Donc, du coup, par rapport à ça, c'est quand même extrêmement compliqué quand même de se mettre dedans. Et encore une fois, surtout lorsque on passe après Karate Kid 1, quoi. Ça fait vraiment bizarre. Et puis le love interest d'Hilary Swank, on s'en fout complètement. Les méchants, on s'en fout complètement. Euh, voilà, c'est autant dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de points négatifs. Maintenant, pourquoi est-ce que la semaine dernière j'ai essayé un peu de sauver le film? Parce que il faut savoir que c'est le film que j'ai vu le moins. Bon, je compte pas le remake, là je vous parle vraiment des quatre vrais Karate Kid, entre guillemets. Je l'avais vu deux fois dans ma vie et résultat des courses, je me souvenais que de deux scènes. Je me souvenais du combat final et je me souvenais de la scène où elle sautait sur la voiture. Ah oui, le combat final, il est ridicule aussi. Oui, d'accord, c'est du karaté, mais les scènes de karaté dans ce film-là, vaut mieux les oublier. Donc, du coup, je ne me souvenais plus vraiment de ce film, mais dans mes souvenirs, il était vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Et du coup, en partant de ce principe-là, en m'attendant vraiment à un film de merde, et surtout en le voyant et en connaissant par cœur, par exemple, le 3, je me dis qu'il faut peut-être pas être aussi sévère, qu'il y a quand même des choses assez intéressantes. Alors, Miyagi qui se pointe et qui dit Ah, Miyagi va, moi, m'occuper d'elle, et la grand-mère qui dit Ouais, ouais, ok, d'accord, vas-y, alors qu'elle connaît à peine Monsieur Miyagi, ou en tout cas, ça fait je sais pas quoi de temps qu'elle l'a pas eu. Elle a aucune affinité avec Miyagi, elle l'a jamais vu. Et Miyagi qui dit ouais ouais je m'en occupe, et l'autre qui dit ouais ouais ok pas de problème. Enfin tu dis c'est quoi ce problème? Enfin j'ai jamais vu une situation se résumer aussi rapidement que ça. Enfin c'est vraiment histoire de foutre les deux personnages ensemble de la manière la plus rapide possible. Donc c'est complètement con. Euh, et pourtant, de nouveau, il y a des choses qui se dégagent donc de ce film. La première des choses, ce sont les deux acteurs principaux, de nouveau, donc Pat Morita et Hilary Swank. Alors Pat Morita, c'est pas forcément sa meilleure prestation en tant que Monsieur Miyagi, mais il reste très très bon, aucun problème là-dessus. Hilary Swank, c'est son premier, je me demande si c'est pas son premier long métrage. Alors Buffy était sorti avant le film Buffy, mais elle tenait un rôle secondaire, tandis que là, elle tient le rôle titre, ou en tout cas un des deux rôles titres. Euh, Le film donc Buffy? autant dire qu'elle a plus de... Comment? T'as dit le film Buffy? Oui, elle joue dans le film Buffy, ouais, ouais. Il y a ah oui, c'est peut-être pas, mais il y a un film de merde avant que ce soit une série télé. Euh, Ah, mais oui, parce que mais je me dis en termes de timing, ça collait pas, parce que Miss Karate Kid est sorti avant Buffy, enfin avant la série télé. ouais, ouais, mais il a fait un film avant Joss Whedon. Ok. Ah oui, c'est oui, bah oui, J'ai c'est mes vrai. DVD en bas, du coup, je peux pas te le montrer. Mais Je oui, crois oui, pas que ce soit bien grave, hein. je ferai un pass. Donc, du coup, ouais, Hilary Swank, que je l'avais déjà vu aussi dans le film Buffy contre les vampires, mais c'est un rôle extrêmement secondaire. Là, elle a le nombre de scènes adéquates et le nombre d'émotions adéquates pour montrer de quoi elle est capable. Et déjà à l'époque, alors que je pense que l'on peut dire
sans se tromper, sans que ce soit péjoratif, que bah, à l'époque c'était une novice dans le métier. Bah putain, elle envoie du lourd. C'est vraiment impressionnant. Si Pat Morita est plutôt bon dans ce film, elle est vraiment excellente. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et que ce soit dans tous les personnages. Alors, souvent, au tout début, c'est une adolescente rebelle, donc du coup, elle a un côté un peu tête à claque. Et bon, ça, c'est plus le personnage qui veut ça. Mais une fois qu'elle arrive de nouveau un peu à ouvrir son cœur, qu'elle sourit de nouveau un peu plus, mais c'est vraiment le jackpot. Cette scène-là, en haut, où. Attends, c'est quand même rare que tu dises ce film, c'est de la merde et que tu pleures devant le film. C'est qu'il y a quand même quelque chose. Et bah là, ça m'est arrivé. Je peux pas dire que le film, c'est de la merde, sachant qu'il m'a fait verser une larme, quoi. C'est pas possible. Entre les deux personnages, qui sont plutôt bons, enfin, je veux dire, entre les deux acteurs, qui sont extrêmement, extrêmement bons, les larmes aux yeux de Pat Morita, Hilary Swank, qui a énormément de mimiques, de tristesse variées, la voix qui devient maladroite, qui devient plus fragile. Et tu rajoutes à ça la musique de Bill Conti, son thème au piano, mais c'est une scène qui, elle me donne des frissons cette scène quoi. Franchement, elle est magique. Et encore une fois, t'as pas de scène magique et qui te fait pleurer dans un film qui est mauvais normalement. Et pourtant là, elle est là. Franchement, cette scène, elle est vraiment juste incroyable. Donc c'est la scène où elle met sa robe et, et elle dit que bah, qu'elle aimerait beaucoup que ses parents soient là et qu'ils la voient. Et donc là, Miyagi, bah, déjà, il pense à l'enfant bah, qu'il a lui-même perdu, c'est évident, mais il pense aussi à son ami. Il dit clairement, mon ami, tes parents, je sais qu'ils te voient quand même. Le discours en lui-même n'est pas révolutionnaire, c'est un discours que l'on entend très souvent dans ce genre de situation. Mais dit de cette manière, incarné de cette manière, ouais, c'est vraiment chouette. Et ça montre aussi à quel point les deux personnages se sont liés, alors que ben, une demi-heure avant, trois quarts d'heure avant, ils étaient vraiment limite deux parfaits inconnus. Et ça, c'est aussi une des forces de ce film, enfin une des forces. J'irai pas jusque-là, mais on veut construire quelque chose. Alors, c'est peut-être fait de manière un peu maladroite, euh, mais il y a une volonté de construire quelque chose, c'est évident. Euh, et j'allais dire, c'est une force du film, non, parce que c'est supposé être la base quand tu veux faire un film. C'est tu veux construire quelque chose, tu veux montrer quelque chose, mais encore une fois, bah, mine de rien, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans Karate Kid 3. On avait d'autres choses, des fois de bonnes choses, mais jamais dans Karate Kid 3, on avait un message clair, on avait cette idée de film construit. On savait même pas quelle direction prenait le film, tellement il avait été charcuté, et tu avais l'impression que c'était plus des scènes qui étaient mises bout à bout. Là, le message est peut-être basique, mais en tout cas, il est clair, on sait où on va. Il y a clairement une volonté de construire quelque chose, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Au niveau des autres bonnes idées, le monastère comme ça a l'air un peu con, mais moi personnellement, bah, j'ai beaucoup aimé. Les moines ou les bonzes, je sais plus comment il les caractérise. Je les ai trouvés chouettes. Je les ai trouvés vraiment chaleureux. Ce sont des personnages qui, ouais, je pense que tout le monde ne va pas forcément accrocher à ces moines, mais moi personnellement, ça a marché sur moi. J'ai beaucoup apprécié les scènes dans le monastère. C'est plutôt cool. Bon, de manière générale, il y avait deux, trois scènes qui étaient tout simplement drôles aussi, il faut le dire. Le combat final, encore une fois, il est mauvais. Les méchants sont en carton. Et je dirais même que l'affrontement final est ridicule. Mais par contre, bah, ça reste un affrontement final entre un homme et une femme. C'est quand même suffisamment rare pour le souligner. Et rien que par rapport à ça, c'est un film qui fait très 2025, on va dire, qui est un peu dans l'air du temps. En mode, bah, la femme est aussi forte que l'homme. Donc ça, c'est un film, je crois, qui est sorti en 94. Donc c'est une valeur quand même qui est assez important de mettre en avant. Vous savez, moi, je suis fan de catch et ça me fait bizarre de voir à la WWE qu'on a reculé sur ce point-là et que, par exemple,
on a clairement interdit les matchs de catch entre hommes et femmes, alors que bah, justement le cinéma, bah, tu as des scénarios, le catch c'est scénarisé, mais c'est là que vous avez l'occasion de mettre ce genre de choses en place, montrer qu'une femme a des forces, a suffisamment de qualité, a suffisamment de rage en elle pour faire jeu égal avec les hommes. Enfin, je veux dire, c'est pas à mettre de côté, c'est justement à mettre en avant. Ça fait partie de l'éducation de l'être humain, le cinéma, et à, à plus faible raison, mais en tout cas dans mon exemple, oui, le catch. Bah là, oui, ils l'ont fait. Une femme peut affronter un homme et peut battre un homme. Je trouve ça bien. J'ai trouvé ça plutôt cool. Euh, Quelques répliques aussi qui étaient quand même aussi extrêmement intéressantes. Par exemple, on sait que Monsieur Miyagi ne fait pas de mal, il ne tue même pas les mouches, il l'attrape avec des baguettes et il les relâche. Dans le monastère, la femme, Julie, essaie de tuer un insecte et du coup il y a un des bonzes qui sauve l'insecte au dernier moment. Et tous les bonzes, tous les moines s'en vont parce que la vie est sacrée dans le monastère. Et du coup, bah, c'est ce que Miyagi lui dit. Et la fille ne comprend pas. Elle pète un plomb en mode mais vous plaisantez, c'est quand même super extrême. Vous n'avez jamais tué le moindre insecte, limite, vous êtes si pur que ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Parce qu'on sait que Monsieur Miyagi ne tue pas les insectes. Mais c'est ce qu'on voit dans le film. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais tué les insectes. Ça veut dire que là, il est dans une étape de sa vie, il a suffisamment. Bon, moi, c'est mon point de vue. Donc, vous, c'est peut-être pas le vôtre, mais je vais utiliser mon point de vue. Donc, de mon point de vue, il a suffisamment de sagesse et de bon sens pour pas tuer tout ce qu'ils veulent. Euh, mais ça ne veut pas dire que quand il était gamin ou Soldat. adolescent, il n'a pas fait les expériences de la vie, il n'a pas arraché une fleur, il n'a pas tué un insecte. Et sa réponse, je la trouve géniale. Donc, quand la femme lui dit mais vous avez jamais tué un insecte? Lui, il lui répond Monsieur Miyagi, pas vivre dans monastère, mais toujours respecter la vie sur Terre. J'ai trouvé ça génial, je trouvais ça forte. En mode, écoute, je vis pas dans un monastère, donc en mode, non, attention, je suis pas parfait, mais par contre, je fais de mon mieux et surtout, je respecte la vie sur Terre, quoi. Et je trouve ça beau, je trouve ça vraiment génial, quoi. Il a été dans l'armée quand même, Miyagi. Il a été dans l'armée, mais il défendait le camp du bien, entre guillemets. Oui, mais tuer personne, c'est pas Oui, impossible. c'est vrai, Enfin, c'est une piste à c'est vrai, explorer. c'est vrai. Mais je pense qu'il le voit en mode, bah, un peu, c'est un peu le même principe aussi. Je veux dire, s'il y a une mouche qui met en danger Daniel San, il va s'en prendre à la mouche quand même. Oui, ça c'est bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça c'est plutôt évident. Mais je pense que le message en lui-même ne change pas vraiment, même si oui, bien sûr, il a été à la guerre et on sait qu'il a tué, puisqu'il a reçu des médailles par rapport à ça. Mais en tout cas, cette phrase, bah, ça rejoint d'ailleurs le fait de ne pas vivre dans monastère. Finalement, en mode, je suis pas parfait, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que, ouais, le film ne vaut absolument pas Karate Kid 1, mais ça peut être peut-être intéressant de le voir. Il n'y a pas tout non plus qui est à jeter. Bon, alors, c'est maintenant que je m'énerve. Alors pour moi, on va commencer direct. Pour moi, il est pire que Miss Karate Kid, hein. Ah oui, quand même. Donc Donc autant dire que le karaté Kid légende là qui arrive, il me fait un peu peur puisque ben, dans la bande-annonce, j'ai l'impression qu'on voit 1 heure Jackie Chan et 5 minutes Ralph Macchio. Donc du coup, ça me fait un petit peu peur. Il est évident que j'irai, mais voilà. Alors, euh, écoutez l'histoire, je vais pas m'étendre dessus puisque à peu de choses près, c'est la même histoire que Karate Kid, sauf que c'est pas Karate Kid, c'est Kung Fu Kid. Et que il déménage pas en Californie, mais il déménage carrément en Chine. Mais sinon, pour le reste, c'est exactement la même chose. Et là, le déracinement est radical, hein. J'avais dit dans Karate Kid 1, tu avais le brun italien Daniel LaRusso face à tous les blonds californiens. Là, c'est le black qui vient de. Alors, je sais plus d'où il vient, de quelle ville américaine il vient. Mais il débarque en Chine où t'as que des Asiatiques. Là, le fossé, il est évident, quoi. Encore plus évident que dans Karate Kid premier du nom.
Alors, euh, du coup, alors attends, je revois vite fait un peu les images. Oui. Alors, au niveau des acteurs principaux, nous avons Jackie Chan et nous avons le fils de Will Smith, Jaden Smith, euh, qui sont plutôt bons dans leur rôle. Alors, Jackie Chan, pendant très longtemps, il a le même visage, mais il a droit à une scène, bah, un peu comme dans Karate Kid d'ailleurs, où Monsieur Miyagi est ivre et il parle de son passé, où bah, c'est là justement qu'il parle de la guerre, qu'il a perdu sa femme. C'est là que tu vois vraiment un jeu d'acteur différent de Pat Morita, et c'est là que tu vois que c'est un très très bon acteur. C'est un peu la même pour Jackie Chan, là, où lorsqu'il lève le voile sur son passé, il peut montrer un peu plus de choses en termes de jeu d'acteur. Et du coup, on voit que oui, ça passe, il y a pas de problème. En tout cas, il n'y a clairement pas de red flag, comme disent les jeunes de nos jours. Au niveau de Jaden Smith, il est OK. Bon, il est en forme physiquement, ça c'est évident. Il est extrêmement impressionnant au niveau du physique. Au niveau du jeu d'acteur, c'est pas mal aussi. Après, souvent il fait la même tête, hein. Bah, il joue un personnage en fait qui est détestable. Donc du coup, c'est assez compliqué de le juger de manière adéquate, de le juger avec un certain recul. J'expliquerai quand je vais détailler le personnage après en quoi c'est un peu difficile. Par contre, au niveau des supporting characters, comme on dit, donc au niveau des personnages un peu plus secondaires, les trois, parce qu'il y a trois acteurs principaux parmi les secondaires, ce sont les trois là. Les trois sont extrêmement intéressants, plutôt bien travaillés, ça va. Enfin là, je pense surtout à la gamine, je dois avouer. La mère elle joue le rôle de la mère, un peu comme dans le premier film. Et le gamin, bah, il joue le rôle du putain, j'ai le terme en anglais, j'ai plus le terme en français. Bon, en gros, la petite frappe du harceleur du gamin, quoi. Les trois se démerdent très bien en termes de jeu d'acteur. La gamine est vraiment impressionnante. Je l'ai vraiment apprécié dans le film. Et le gamin, il est impressionnant que cela soit en termes de petits cons, en termes de personnages qui jouent les petits cons, mais aussi en termes de gars qui fait du kung-fu, quoi. Il se démerde aussi très très bien de ce point de vue-là. Et l'actrice, bah, elle est aussi quand même, elle est connue. Bah, moi, je la connais notamment de Person of Interest, mais pas que. Hmm. Du coup, au niveau du film, bah, comme je vous ai dit, il y a pas grand-chose à en dire en termes de scénario, puisque finalement, c'est à peu près la même chose que Karate Kid 1. Donc, à la limite, si l'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à revoir notre vidéo Karate Kid 1 pour vous faire un avis un peu plus précis sur le synopsis et le film au sens large. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Euh, Bah, cette fois, il n'y a pas grand-chose je retiens pas grand-chose de positif en fait. Alors déjà, le gros problème, selon moi, c'est que comment est-ce que tu résumes le tout premier karaté? Tu le résumes de la manière suivante. Karate Kid, c'est quoi? C'est une histoire, c'est de l'émotion, comme tu dis, de l'émotion, et c'est de très nombreux thèmes qui sont directs ou indirects, qui sont développés, ce qui en fait quand même un film très riche. Là, le problème, c'est que l'émotion, souvent, elle passe à la trappe. Les thèmes sont plus rares et ben, moins développés que dans le premier film, alors qu'il est long, hein. Putain, il est long le film là, il fait 2h20, hein. Franchement, j'en pouvais plus à la fin, quoi. Euh, et bah, au niveau de l'histoire, bah, c'est l'histoire qu'on connaît déjà. Donc, du coup, là, il y a déjà un peu moins de choses à se mettre sous la dent. C'est déjà un peu plus difficile. Pourquoi il y a moins d'émotions? Aussi parce que je trouve que Jackie Chan, dans ce film, en fait, il est, euh, il est beaucoup trop neutre. Pendant trop longtemps, il est trop directif, trop détaché. Il n'est pas assez chaleureux. C'est-à-dire que Monsieur Miyagi, en fait, il donnait ses directives en mode lustrer, frotter. Mais si par exemple Daniel San disait mais pourquoi je dois faire ça, Miyagi avait créé un lien. Il était, Daniel San, toi faire ça, lustrer, frotter. Enfin,
tu sentais un véritable accompagnement. C'est en mode, fais ce que je te dis si tu veux progresser. Il t'avait le côté donneur d'ordre, ça c'est évident. Mais c'est plus brutal, j'ai envie de dire, dans ce remake. Quand Jackie Chan lui dit pose ta veste, ramasse ta veste, pose ta veste, ramasse ta veste, et que l'autre il dit mais pourquoi j'en ai marre? Il se rapproche, limite regard méchant, en mode ramasse ta veste. Comment tu crées un lien là-dessus? Normalement, Monsieur Miyagi, c'est supposé être l'équivalent d'une nouvelle figure paternelle, c'est évident. Et ici, en fait, comment on a cette figure paternelle? Ben, on l'a pour la première fois, en fait, lorsque le gamin s'endort, en fait, sur Monsieur, bon, je vais dire Monsieur Miyagi parce que je sais plus comment il s'appelle, Monsieur Chan, je crois. Non, je sais plus comment il s'appelle. Bon, sur Monsieur Miyagi 2.0, et que Monsieur Miyagi accepte la tête de l'enfant endormi et qui s'occupe un peu de lui, l'encadre, lui le prend limite un peu dans ses bras, quoi. C'est le premier moment où vraiment tu as l'impression qu'il est plus détaché, qu'il y a effectivement un lien qui se crée. Et ça met du temps à se mettre en place. Alors tu vas me dire, dans un sens, c'est bien, ça montre l'évolution de la relation. Bon, d'accord. Seulement, je pense que ça met trop de temps. Et du coup, la relation, même si au final elle est là, elle n'est pas aussi forte que dans le premier film. Les deux personnages ne sont pas aussi fusionnels que dans le premier film. L'OST, Bill Conti, il est magique dans les quatre premiers films. Ici, elle est, je ne sais pas si c'est absente ou transparente, mais en tout cas, c'est un des deux, ça c'est évident. La bande qui entoure le méchant, bon, Cobra Kai, tu le sais, c'est mythique, c'est entré dans la légende. Et lorsque tu regardes Karate Kid, tu as Johnny Lawrence en méchant, mais tu as surtout Cobra Kai. Tu as déjà l'entité Cobra Kai. Tu sais que là-bas, il n'y a que des enflures. Et tu connais plus ou moins les personnages des potes à Johnny Lawrence. Ici, que dalle. Franchement, à part le principal, les autres, tu les retiens pas. Ils n'ont pas une ligne de dialogue, ils sont pas mis en avant. Tu peux pas les retenir. Donc là-dessus, zéro travail qui a été fait. Alors qu'encore une fois, putain, 2h20 de film, faut pas déconner. Et là où je pense qu'il y a aussi un problème, c'est que il s'agit d'un remake. Et pour moi, alors attention pour moi, hein, parce que pour beaucoup de monde, c'est pas le cas. 9 fois sur 10, tu as des remakes qui sont tout simplement inutiles, ou qui sont faits sans que l'on comprenne le but d'un remake. Mais pour moi, le but d'un remake, c'est de reprendre un film et tout simplement de l'actualiser. Pour moi, c'est le seul intérêt. Tandis que maintenant, on fait un remake, pourquoi? Parce qu'il y a un film qui s'est cassé la gueule et 5 ans après, on fait un remake. Voilà. Mais tu n'as même pas cette volonté d'actualisation. C'est pour ça que, par exemple, j'aime bien, c'est pas systématique, mais euh, je suis souvent assez ouvert par rapport au remake, mais plus d'un point de vue comparatif, pour voir si tu as ce travail d'actualisation. Et là, en termes d'actualisation, bah, je pense que la seule chose que tu as, c'est peut-être bah, juste les combats, qui sont quand même plus dynamiques, avec une réalisation un peu plus efficace, un peu plus brute, plus moderne. Bon, bah, le kung-fu, c'est sûr, ça bouge un peu plus que le karaté. Ça veut pas dire qu'on s'emmerde dans Karate Kid, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Mais c'est évident que tu as un peu plus de rythme dans celui-là, même si j'ai absolument pas aimé l'équivalent de l'attaque du cygne. Tu as un peu une sorte d'équivalent dans ce remake avec un mouvement qui sort de la lune, j'ai l'impression. Enfin, t'as l'impression que le personnage il s'envole, je trouve pas ça crédible, mais bon, c'est assez bizarre. Euh, du coup, là, ici, en termes d'actualisation, je m'y suis pas vraiment retrouvé. Et même le principe du harcèlement scolaire, tu le reprends et tu vas dire que c'est un thème d'actualité. Ouais, d'accord, mais c'était déjà le fondement du film de 84. Alors là, du coup, c'est pas la faute du remake, c'est le film de 84 qui était clairement avant-gardiste sur ce point, parce que clairement, le harcèlement scolaire en 84, on en avait rien à foutre. Euh, mais aujourd'hui, on sait que c'est extrêmement important. C'est enfin à peu près suivi. Ça ne veut pas dire que c'est magique et que le problème est réglé, mais au moins on a conscience qu'il y a des choses qui se passent et qu'il faut ouvrir l'œil. Normalement, on en a conscience. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce film, qui est d'actualité, mais par contre, c'est pas de nouveau le film qu'il a inventé, quoi, qu'il a mis en avant. Et bah, pire que tout, le personnage de Dre, il est mais, insupportable. Pourquoi le film Karate Kid, il marche? Parce que tu as quand même assez vite de la compassion pour Daniel Larousseau. Enfin, même si il a des défauts, on le sait, notamment à travers Cobra Kai, ça reste.
un gars qui s'est fait casser la figure par une bande de loupards, quoi, on va dire à peu de choses près. Enfin, par une bande de loupards, non, mais une bande de méchants karatékas, et qui a clairement besoin d'aide. C'est un personnage qui n'est pas chez lui, qui a une mère qui ne voit que ce qu'elle veut voir, qui est seule, qui n'a pas d'aide. Euh, donc tu as de la compassion, tu as de la compassion pour Daniel. Mais là, Dre, il est tellement insupportable sur sa façon de s'habiller, sur sa façon de se comporter, sur sa façon de draguer. Enfin, il est tête à claque en fait. Euh, il... du coup, quand il se fait frapper, t'as pas autant de compassion. Tu te demandes si c'est pas pour lui remettre les idées en place en fait. C'est assez bizarre. Je sais pas. En tout cas, moi, personnellement, ça a pas marché. Pendant tout le film, il est comme ça, un peu en mode je suis le meilleur, notamment lorsqu'il joue au ping-pong, en mode ouais, je vais t'éclater, c'est moi le meilleur au ping-pong. Ouais, les mecs, je suis le meilleur au basket. Mais quand un mec passe des heures à se la péter, t'es content quand il est remis en place. Et évidemment que t'es content quand il est remis en place. Bon, là, il est remis en place à coup de poing dans la gueule. J'en demandais pas autant. Mais c'est évident que le travail de compassion, pourquoi pas même d'identification du personnage, ne va pas se faire de la même manière. Et là, du coup, c'est un gros raté pour moi. Euh, Lorsque Dre se fait frapper, c'est pas le même effet que pour Daniel. Déjà là, du coup, tu te dis que tout le film part plutôt mal. Du coup, qu'est-ce que je retiens à l'inverse de positif dans le film? Ben, franchement, pas grand-chose. Les quelques rares points positifs du film, bah, ce sont des points positifs que l'on retrouvait déjà dans l'ancien. Donc c'est bah, l'histoire quand même, qui parle. Ça, c'est évident. Même si on la connaît déjà, ça reste une histoire qui parle. Bon, les thèmes, il y en a moins. C'est pas un film aussi riche que le tout premier, mais ceux qui sont là restent importants. Puis, bah, comme les autres films, tu as quelques répliques assez rigolotes. Comment ça serait délire si je gagnais et Monsieur de Miyagi 2.0 qui dit comment ça serait délire si tu te concentres, sachant que pendant tout le film, il n'arrête pas de lui dire concentre-toi parce qu'il est dissipé quoi. Donc ouais, voilà, ça c'était les quelques points qui étaient assez positifs, mais franchement, revoir le film, j'ai senti passer les 2h20, il faut être honnête. Euh, on voit vraiment que c'est Will Smith qui veut montrer qu'il a un fils et que son fils sait faire plein de choses, ce qui est évident. Il sait faire plein de choses, je peux pas le nier. Mais le problème, c'est que c'est au détriment du film, quoi. Et ça, bah non, quoi. Donc du coup, clairement, si vous devez voir un Karate Kid, celui-là, selon moi, on oublie. Selon moi.